les travaux de cette première session donc de la troisième conférence des présidents du REFRAM, une session consacrée au thème vers une nouvelle gouvernance des instances de régulation des médias. J'aurai le plaisir d'assurer la présidence de cette première session. Nous entendrons un modérateur de cette session qui est Ibrahim Sissaladé, qui est donc le président de la ACA de Côte d'Ivoire. Nous entendrons également une communication de son excellence plus adoptée au Premier ministre du Burkina Faso, mais qui est aujourd'hui remplacé par le ministre de la communication du Burkina Faso. Nous entendrons ensuite les intervenants et puis il y aura un débat avec les représentants des instances de régulation. Comme nous avons pris un peu de retard, je ferai une introduction qui se voudra la plus brève possible. On pourra aller plus vite à l'essentiel, au témoignage, ensuite à la discussion elle-même. Simplement pour rappeler qu'en février 2007, dans une enquête de l'Institut Panos, Jean-Claude Guyot et Luc Adolphe Thiao faisaient une liste de qualité que devait présenter, selon eux, une instance de régulation des médias. Respect des droits, souci du bien commun, efficacité, compétence, impartialité, transparence, discrétion et proportionnalité. La rencontre de ces qualités attendues devait indiquer à chacun s'il était sur la bonne piste et s'il contribuait à fonder la légitimité de son action de régulateur. 2007, c'était aussi l'année de la création du REFRAM. Cette session devrait nous inviter à échanger sur les évolutions que nous avons connues dans notre pratique vers une toujours meilleure régulation, en lien notamment avec la transition numérique et la convergence des médias. Ces deux éléments de modernité vont-ils ou doivent-ils remettre en cause le modèle de la régulation et la gouvernance des médias? Vous aurez bien entendu la réponse à cette question, mais il faut, je crois, insister sur l'actualité des principes que je viens de rappeler en référence à cette étude de 2007. La transparence. Elle garantit la prévisibilité de l'action des régulateurs, ce qui est important pour les investisseurs privés lorsqu'ils doivent développer des systèmes de distribution pour la TNT, de distribution satellitaire, et pour les éditeurs privés qui veulent lancer un nouveau service. La discrétion. C'est capital pour ce qui est des informations reçues d'entreprises soumises à concurrence et qui prennent des risques d'investissement selon un plan d'affaires qui permet de maîtriser les risques. La proportionnalité. Il est selon la qualité de notre action lorsqu'il s'agit de réguler de nouveaux enfants ou des enfants de petite taille qui doivent surtout être accompagnés. La partialité, c'est incontournable lorsqu'il s'agit de donner priorité à certains services sur des plateformes de distribution qui, comme la TNT, restent accessibles. Le souci du diagnostic, c'est l'évidence. Lorsqu'il s'agit de veiller au pluralisme des médias, sans hésiter à accompagner de nouveaux entrants les plus jeunes. La compétence, c'est ce qui permet de connaître les attentes et les contraintes des uns et des autres, sans hésiter à procéder à des consultations publiques en toute transparence. Voilà, j'en resterai là et je céderai maintenant la parole à M. Ibrahim Sissaladé, qui assurera donc la modération de votre débat. Merci, cher ami. Je pense que Dominique Gosselin a déjà dit l'essentiel et naturellement faciliter la tâche. Donc, nous allons aborder ensemble cette thématique vers une nouvelle gouvernance des instances de régulation des médias. Je crois que nous avons là l'exemple type de belles formulations. Une formulation qui donnera quelques vertiges à tous ceux qui n'aiment pas la problématique trop ample et qui, de ce fait, ont peur de se noyer un peu dans cet océan sans rivage, car le concept même de gouvernance. Mais notre formulation peut être également, aux yeux des plus optimistes, une bonne occasion pour dire beaucoup de choses et même transgresser des non-dits. D'autant que, comme cela n'a échappé à personne, nous n'avons même pas eu besoin de mettre un point d'interrogation à cet intitulé. Ce point d'interrogation qui ressemble parfois à un hameçon camouflé et dissuade de ce fait aussi de se jeter dans le débat sans autre forme de précaution. Nous sommes donc là dans cette formulation, non pour dire si de nouvelles modalités de gouvernance sont nécessaires, mais en volontarisme impénitent pour énumérer lesquels, énumérer les différents mécanismes de gouvernance
licence n'est même plus une hypothèse, mais une véritable thèse. Pour traiter ce thème, des hommes et des femmes de très grande expérience ont été sollicités. Qui peut douter qu'ils le feront avec maestria? Nous avons effectivement dans cette thématique-là, le président Bertrand Mampangou, président du Conseil national de la communication au Gabon. Tout à l'heure, nous verrons si le président Hamoud Ahmed, président de l'autorité de la presse et de l'audiovisuel de la Mauritanie, souhaite intervenir, puisqu'à l'origine, c'est un conseiller qui devait intervenir. Ce conseiller a même déjà démissionné de cette licence, pas à cause de lui, naturellement, tout simplement parce qu'il est candidat à des élections législatives en Mauritanie. Nous écouterons également Ousmane Abdaman, président du Conseil supérieur de la communication du Niger, Pierre Mamassi, président du Conseil national de la communication du Burundi, Mme Béatrice Damiba. J'aurais dû commencer par là, mais lorsqu'on ne sait pas, pour l'égalité des gens, on peut vérifier souvent de quelques protocoles. Nous aurons également à écouter Yadé Begolo Oulata, conseiller au Conseil de la communication du Tchad, et enfin, Mme Raba Odeyi, membre du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle du Maroc. Pour ma part, je vais essayer une forme classique de gouvernance des débats, en laissant plus de temps aux intervenants et en ne m'interdisant pas toutefois quelques commentaires. Je vous propose d'ailleurs à vous tous un leadership partagé de cette première rencontre. Et puisque la salle aura le dernier mot, permettez-moi de laisser le premier mot à l'intervenant principal et pratiquement à tous ces intervenants, à qui il sera accordé 12 minutes en incluant d'éventuels développements. Donc sans plus tarder, nous allons passer la parole à M. le ministre Moukila. Mais il est clair que nous n'allons pas réguler sa parole de la même façon. Dans la mesure où il s'agit de l'intervenant principal, nous serons beaucoup plus flexibles. Mais les autres intervenants seront régulés de façon beaucoup plus précise, donc 12 minutes. Mais je suis convaincu que le ministre de la Communication qui sait maîtriser son temps, elle saura nous entretenir en peu de temps et nous prodiguer les paroles fortes. Excellence, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Modérateur, Mesdames, Messieurs les Présidents et instances de régulation, chers délégués, je ne suis qu'un porte-voix, si je puis le dire ainsi. Je vous transmets les sincères salutations de M. Luc Adolphe Tiao, Premier ministre du Burkina Faso, dont j'ai entendu autant de fois, depuis hier, le nom être prononcé chaque fois que l'un de vous a pris la parole pour évoquer le refrain, parce qu'il était des noyaux durs qui a initié l'existence de ce réseau. Et je pense qu'il croyait fondamentalement à quelque chose. Et aujourd'hui, le réseau est là. Il aurait vraiment souhaité pouvoir être là ce matin. Malheureusement, les contingences de sa mission actuelle au Burkina Faso ne lui ont pas permis de faire le déplacement. Et c'est en son nom que je voudrais vous transmettre le message qui porte justement sur la thématique d'ensemble et de votre conférence des présidents. Quelle gouvernance des instances de régulation des médias face aux défis de la démocratie et de la transition numérique? Quel est le thème central de vos travaux? Il s'agit là véritablement d'une vaste et éternelle problématique qui nous interpelle sur de nombreux défis, dont, entre autres, des défis d'ordre sociopolitique, dans un premier temps. De quel paysage médiatique voulons-nous? Comment le construire? Quelle formation offrir et quel type de remise à niveau dans un contexte qui s'affranchit
de toute logique d'État et d'ordre? Quel modèle économique pour nos entreprises de presse et de communication dans un processus de mondialisation qui tient en horreur la présence de l'État dans un secteur des services et du commerce? Nos États-nations ou nos institutions politiques sont-ils suffisamment forts pour se passer d'une presse publique? Sinon, comment concilier responsabilité de contenu, viabilité économique et indépendance éditoriale? Sous quelle forme la puissance publique peut-elle contribuer au bon encadrement du secteur et de la pratique professionnelle, sans se voir indexer, taxer d'inhibition, d'atteinte à la liberté de presse et d'expression, de subordination économique des médias? Au-delà de ces défis d'ordre sociopolitique, il y a des défis d'une soif insatiable d'information de nos populations. De plus en plus, le monde est plus que jamais ce village planétaire annoncé par le professeur Marshall McLuhan dans son classique pour comprendre les médias. Dans le coin le plus reculé de nos villages, les citoyens accèdent aux informations sur le temps qu'ils veulent apparaître. Ils reçoivent en direct les matchs de la Coupe du monde de football, les débats de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée générale des Nations unies, le discours d'investiture du président Obama, etc. Ce flux ininterrompu de nourriture informationnelle accroît notre appétit d'information. Plus on en reçoit, plus on en demande. Plus l'offre est abondante, plus nous sommes critiques et exigeants sur la pertinence et la diversité de l'offre informationnelle. Plus nous sommes attentifs à la qualité des prestations. Il y a un autre défi qui décline des premiers. C'est le défi d'ordre professionnel. Dans la mesure où l'exercice du métier est confronté à de nombreux problèmes. Problèmes de formation pour une pratique conforme à la morale et aux règles du métier, communément appelées éthique et déontologie du métier. L'obligation d'observer l'équilibre, la pluralité. L'obligation de vérifier les sources de l'information. L'obligation de protéger nos sources de renseignement. L'obligation de connaître les obligations que nous impose nos législations nationales. Les institutions de régulation sont plus que tout autre interpellées par les efforts consentis pour relever ces segments de défis. Surtout dans le contexte de l'apparition de nouveaux métiers et d'accélération de la convergence numérique. En septembre 2008, le Forum Union africaine-Union européenne a recensé plus de 300 métiers dans le secteur des TIC, donc autant de spécialités et de spécialistes. Il y a aussi des défis liés à la rapide mutation des TIC, qui révolutionnent chaque jour ces métiers. Aujourd'hui, le règne de la convergence des TIC bouleverse les idées reçues et remet en cause les certitudes d'hier. Les analphabètes d'aujourd'hui sont les non-initiés à l'usage des TIC. Ici, la pratique générationnelle inverse la pyramide des âges. Plus on est jeune, plus on est apte à s'approprier la société de l'information. Plus on maîtrise l'éthique, mieux on est intégré et davantage de portes s'ouvrent devant nous. Il y a aussi les défis de mise en œuvre des compétences humaines. Nos écoles et instituts de formation sont-ils suffisamment préparés à cette révolution numérique? L'ère du liquidage répond-il à la demande du marché de l'emploi? Avec l'arrivée imminente de la télévision numérique de terre, il s'impose aux professionnels de profonde mutation en termes de compétences. De nouveaux métiers, de nouveaux types de production et de contenus éditoriaux. Ceci est inévitable. Il en est de même des modes de gestion pour rentabiliser l'unité de production. Les formateurs se remettent-ils en cause à temps pour se recycler afin d'être à la hauteur de ces attentes émergentes de nos médias, de nos entreprises médiatiques, de notre cadre juridique, de leurs élèves et étudiants? Loin s'en faut. Il y a aussi les défis d'une presse responsable qui tienne compte de la fragilité de nos tissus sociaux
qu'il faut relever. Repères qui construisaient leur stabilité et leur pérennité, il faut en tenir compte. Partager entre la recherche de la rentabilité et la qualité éditoriale des médias, les responsables optent souvent pour le plus facile, c'est-à-dire s'adonner à un journalisme d'opinion qui aura relayer les rumeurs, se livrer à des dénonciations sur la base de soupçons et non de faits vérifiés, recoupés, argumentés. Objectif, vendre, survivre économiquement. Dans mon pays, tous les jours, nous constatons cette triste réalité qui, malheureusement, nourrit beaucoup plus la presse favorable à l'opposition politique qu'à la majorité politique. C'est un défi que nous devons relever pour que le journalisme reste dans sa vision première qui est d'informer avec un certain professionnalisme et le respect d'une certaine déontologie. Il y a donc là un ensemble de défis à partager. Je crois, car j'imagine qu'il en est le même dans la plupart de nos pays. Mais là aussi se trouve la difficulté des États de droit. Comment se donner une presse libre, responsable, économiquement saine dans un pays où les populations prennent confiance dans la classe politique dirigeante et croient aux sirènes de dénonciation de la société civile et autres. Je voudrais d'abord vous faire observer que ces thèmes induisent fort justement qu'il ne saurait être question, dans notre contexte, d'une seule gouvernance type qui servirait comme un antibiotique dit de spécialité qui guérit tous les maux d'administration et de gestion des instances de régulation. Tirant des leçons de mon expérience, c'est le premier ministre qui parle, je reste convaincu que chaque entité sociopolitique, économique, administrative, géographique enfante son type de gouvernance en matière de régulation des médias. Tout comme nous convenons tous que chaque société est dotée des médias qu'elle mérite. Vous avez beau disposer des textes si parfaits, tant que vous n'avez pas des hommes courageux, au caractère formaté et bien trempé, leur application peut être pour vous une source de déception. Mesdames et messieurs, le cadre juridique ne peut non plus se décréter comme d'un coup d'établissement qui convienne à toutes les situations. Il est incontestablement le reflet du climat et du degré de maturité politique du pays qui le génère. Voyez déjà comme les appellations de nos différentes instances de régulation diffèrent les unes des autres. Le décryptage sémantique de ces noms nous fournirait déjà de riches enseignements pour corroborer votre thématique. Cette diversité, reflet de nos différences, se traduit également dans nos attributions et nos champs de compétences respectifs. D'où l'importance majeure d'une structure comme le REFRAM qui, de par son existence, crée les conditions de la connaissance et de la reconnaissance mutuelle, du dialogue institutionnel, du partage d'enrichissement réciproque, du rapprochement des visions, projets, programmes et actions, etc. En somme, il s'agit là d'une quête conceptuelle pour servir au mieux nos opinions nationales à travers des pratiques et des médias conscients et responsables. Je ne vous fais pas l'injure de rappeler à votre souvenance les inestimables acquis du REFRAM depuis sa création, des acquis précieux que je salue. Qui saisit cette belle tribune que vous m'offrez à ma qualité de président d'honneur pour vous renouveler à vous tous mes chers confrères, les collègues administrateurs de France, tous mes encouragements et toute ma disponibilité à vous accompagner dans vos missions au bien noble, mais bien délicates et tout aussi complexes. Je vous invite à persévérer malgré toutes les adversités de la tâche, dans votre œuvre de l'ensemble bâtisseur de médias respectueux des droits élémentaires des citoyens, à accéder à une information saine, à la protection de sa vie privée, de sa sécurité, de celle de ses biens, en un mot des radios, des télévisions, des journaux imprimés, électroniques, souci de la bonne éducation de nos sociétés, de la paix sociale, de la stabilité de nos institutions, du bien-être de tous, de la mobilisation consciente et active de tous autour de nos chantiers de développement. Mesdames et messieurs les participants, votre thème invoque dans sa formulation toute la complexité de l'équation. Comment en effet donner voix à toutes les opinions contraires dans un contexte de liberté sans borne, dans un contexte de crise sociale et économique internationale, dans le contexte d'un rachérissement permanent du coût de la vie, une situation qui nourrit chaque jour de légitimes revendications dans
Comment affirmer l'ordre, la discipline, la justice, autrement dit, l'autorité de l'État tout en exerçant la liberté d'expression, d'opinion, de manifester, etc. Comment faire admettre à nos oppositions politiques que, dans son aspiration légitime à conquérir le pouvoir d'État, il ne doit pas user de tous les moyens pour discréditer la majorité politique. Dompter ces indicateurs de la bonne démocratie est assurément difficile. Mais c'est là notre défi, une cardinale exigence mondiale de notre siècle. Un siècle que nous pourrions qualifier de siècle de la révolution électronique, au regard de la fulgurante convergence technologique qui dicte désormais sa loi à la marche de notre planète. Il en est ainsi du processus de migration de la radiodiffusion analogique vers celle numérique de terre, dont les énormes enjeux en matière de régulation nous préoccupent durant ces travaux. Le cadre juridique de la régulation, la loi réglementant la communication et l'information accuseront toujours et dans tous nos pays un siècle de retard sur les mutations des technologies. Les mutations technologiques qui, elles, s'opèrent à un rythme effréné. Il faut en avoir conscience. Il faut en prendre conscience. Il faut s'armer le courage pour regarder cette réalité en face. Inutile de s'en complexer. C'est le lot commun de tous les citoyens et de tous les États de notre planète Terre. Alors, que faire? Cette question lancinante que le manifeste du Parti communiste soviétique pose à l'humanité est encore et toujours d'actualité dans notre contexte. Que faire? Ne pas se résigner, ne pas s'avouer vaincu, ne pas renoncer à affronter ces défis permanents et multiples que j'évoquais plus haut, mais plutôt s'adapter au mieux et le plus vite. J'estime que c'est au moment où l'on se sent dans le plus profond de l'échec qu'il faut trouver les ressources ultimes pour un rebond salvateur. Mesdames et messieurs les experts, ce cadre d'échange, ces questionnements auxquels vous recherchez des réponses constituent sans nul doute un formidable ressort pour mobiliser les expertises, à même d'ouvrir des pistes de solutions aux préoccupations induites de cette lourde problématique contemporaine. Ma modeste expérience d'une décennie au cœur de la régulation au Burkina m'amène à la conviction du général de Gaulle, homme d'État français, père de la libération du jour de l'Allemagne, qu'il faut un bâton pour diriger un troupeau de 50 millions de têtes, mais qu'il lui fallait plutôt 50 millions de bâtons pour diriger 50 millions de Français. C'est dire la complexité de notre exercice et partant de la richesse de votre thème. Cependant, vous êtes tous des femmes et des hommes d'action et de conviction inébranlables. Aussi, je ne doute pas que vous identifierez les bonnes pistes qui conduisent notre continent, nos populations aux côtés de centaines de millions de citoyens de notre espace francophone dans une médiatisation raisonnée de notre quotidien. Son Excellence Luc Adolphe Thiaou, sur le président, marque son esprit ferme, son soutien ferme pour les femmes, pour la famille et à l'esprit de la francophonie qui dirige. Il rend un hommage vibrant à son Excellence M. le Président Abdou pour l'ensemble de son action à la tête de l'OIF et son soutien combien précieux qu'il a toujours apporté au refrain tel était décliné le message en son nom.